Alors, monsieur Alain Bernard, qu'est-ce que c'est Voleris? Donc, Voleris est une société qui a été créée il y a à peu près 10 ans par deux passionnés de dirigeables, Christian Teveny et son fils, et qui ont fait un dirigeable radiocommandé d'abord. Puis ce dirigeable, pas de chance, lors du premier jour, il s'est envolé pris par le vent. Et ils ont eu l'idée de faire un deuxième dirigeable dans lequel on pouvait monter en s'appuyant sur la réglementation ULM. Vous savez que les ULM sont limités en poids, mais pas de chance, un dirigeable, ça pèse rien. Donc on a limité les dirigeables à 900 mètres cubes dans cette réglementation ULM. Et donc ils ont fait le Voleris, qui a été fait en bricolant, avec une enveloppe faite en textile américain, envoyée en Russie pour soudure et montage, une carlingue, une nacelle qui a été faite par le réseau du sport de l'air entièrement à la main en aluminium, et ils l'ont fait voler. Évidemment, quand ils l'ont fait voler, on a découvert qu'il n'y avait pas de pilote, puisque la classe 5 comprend les montgolfières, mais dirigeable, personne ne savait. Donc on a fini par réussir à faire voler cette machine, et il a fallu trouver un instructeur. Il se trouve qu'un sponsor, qui était Omar Bongo, voulait faire sa campagne électorale au Gabon. Et donc le Voleris, en 2005, a été faire la campagne électorale d'Omar Bongo. Et au Gabon, bon, on n'a pas posé de questions sur la licence de l'instructeur, ce qui fait que revenant du Gabon, où Omar Bongo a été brillamment réélu, ce qui prouve l'efficacité de la publicité par dirigeable, il a, Gérard Durand, instructeur du club de Moulins, a dit, bon bah écoutez, il faut un instructeur, j'ai réussi à faire voler la machine, je suis instructeur des 4 autres classes du LM, donc je suis nommé instructeur. Ce qui a signé la DGAC sans problème. Et donc nous avons maintenant un instructeur, un dirigeable. En 2007, nous avons fait un tour de France avec des femmes pilotes pour la chaîne météo. L'idée étant d'avoir des présentatrices de météo qui sont concernées par la météo. On a eu d'ailleurs un temps, l'été 2007, dont vous vous souvenez souvent, qui était absolument exécrable. Bon. Et on a réussi à faire ça. Et puis au bout d'un certain temps, je me suis demandé, j'étais depuis l'origine l'un des sponsors de Voleris, et je me suis demandé qu'est-ce qu'on pouvait vraiment faire d'un dirigeable. Parce que le dirigeable a cette caractéristique intéressante, comme il ne pèse rien, le moindre souffle d'air, et l'air est instable, le secoue et l'emmène. Donc on a parlé de dirigeable de transport de charges lourdes, on a parlé de tas de choses, mais aujourd'hui le dirigeable est limité en vitesse à peu près 100 km/h, et il faut, et c'est ce qu'on a montré avec ce mât ici, c'est qu'il faut l'attacher au sol, parce qu'évidemment comme il ne se pèse rien, le moindre souffle de vent l'enlève. Donc il faut notamment l'attacher, planter des piquets, etc. C'est ce qu'on a voulu illustrer ici. Donc ayant fait ça, je suis arrivé à la conclusion que le dirigeable, de toute façon, même si on voulait faire du transport de charges lourdes, il devrait passer à l'hydrogène. Évidemment, quand on parle d'hydrogène dans le monde du dirigeable, le Zeppelin, 1937, l'incendie, etc. Quand on regarde bien les photos, on découvre que ce qui a brûlé, il y a peut-être de l'hydrogène, mais il y a surtout des produits carbonés qui ont donné une flamme jaune. Il faut savoir que ces dirigeables étaient faits en baudruche, qui est un morceau de l'intestin de vache, et que Zeppelin achetait à l'époque tous les abats de tous les abattoirs, et avait des équipes entières de femmes qui nettoyaient les boyaux pour récupérer cette fameuse baudruche et faire des sacs dans lesquels ils pouvaient mettre ces 200 000 m3 d'hydrogène. Ces sacs étaient vernis, entre le vernis et le carbone des matières organiques, ça fait des belles flammes jaunes sur les fils. Donc en fait l'hydrogène est un produit qu'on sait assez bien manipuler. Certains se rappellent que 50% le gaz de ville qu'il y avait à Paris était composé à 50% d'hydrogène. Il y a des milliers de mètres cubes, des milliards de mètres cubes qui s'échangent tous les ans. Et donc, quand on prend des précautions, on a fait des progrès. Certains parlent de mettre de l'hydrogène dans les voitures, ce qui est probablement le sujet le plus compliqué, puisqu'il faut créer un réseau de distribution et il faut le donner au grand public. L'un des avantages de l'aviation, c'est qu'on a affaire à des professionnels qui, de préférence, n'opèrent pas en centre-ville. Donc on pense que c'est plus facile. Malheureusement, l'hydrogène a un défaut, c'est qu'un litre d'essence, il faut 3 mètres cubes d'hydrogène. Si je le prends gazeux,
c'est extrêmement encombrant, d'où l'idée de dirigeable, donc ça a une forte traînée, et si ça a une forte traînée, ça ne va pas vite. Si je le prends liquide, l'autre inconvénient, c'est qu'il faut qu'il soit à moins 253 degrés, et donc il s'évapore. Et bien qu'on puisse laisser l'hydrogène se diffuser dans l'atmosphère, on n'aime pas trop le laisser se diffuser hors de tout contrôle, parce que le mélange air-hydrogène peut être soit inflammable, soit explosif. Donc l'idée qui est apparue au bout d'un moment, en tout cas qui a germé dans ma tête, c'est qu'on pouvait imaginer de faire un aéronef qui serait à base d'hydrogène liquide. Cet hydrogène liquide remplirait l'enveloppe des ici. Alors là, j'ai la portance aérodynamique. Je vais filmer la maquette. Et puis on aurait ensuite, on utiliserait cet hydrogène qui est dans l'enveloppe pour brûler dans les moteurs. Alors ces moteurs, est-ce que ce sera des turbines à hydrogène? On ne sait pas. Est-ce que ce sera des piles à combustible qui entraîneront des moteurs électriques qui entraîneront les hélices? Il est un peu tôt pour le dire. Mais déjà, le principe, c'est d'avoir une enveloppe de volume variable qui soit aplatissable pour faire une aile ou gonflable pour donner de la portance aérostatique au sens d'Archimède. Est-ce que vous avez un schéma qui pourrait nous montrer sur le tableau qui est ici, on voit finalement que d'un côté, quand on a 100% de portance aérostatique, on est dans le cas du ballon. Je rappelle que la Gordon Bennett se court encore à l'hydrogène avec des ballons gonflés à l'hydrogène et que personne n'a envie de revenir à l'hélium. L'hélium coûte à peu près 20 fois plus cher que l'hydrogène. Donc on a du mal à le lâcher. L'hélium est un gaz rare et l'hélium est évidemment un gaz totalement inerte, ce qui fait qu'il ne brûle pas mais qui ne peut pas servir à faire la propulsion. Les dirigeables sont non pas plus légers que l'air, comme on le dit, mais plus lourds que l'air toujours, parce qu'on aime bien redescendre. En effet, un dirigeable, ça brûle de l'essence aujourd'hui, donc ça s'allège, et on aime bien, quand on est arrivé à la fin du voyage, pouvoir revenir vers le sol. Sinon, on serait obligé de monter, et de lâcher du précieux hélium pour pouvoir redescendre. Donc les dirigeables sont toujours plus lourds que l'air, et ils utilisent un petit pourcentage de portance aérodynamique. Les avions, eux, n'utilisent aucune portance aérostatique, ils n'utilisent que de la portance aérodynamique. Sur ce diagramme, on voit qu'ici on a des avions, donc un avion, grosso modo, lui faut une certaine vitesse pour décoller, mettons que ce soit supérieur à 120-130 km/h. On voit ici l'aéronautique classique, et on voit ici le dirigeable qui, lui, a du mal à dépasser 100 km/h. Je crois que le record de vitesse est aux environs de 130, qui est détenu par le Zeppelin LT, parce que cette espèce de masse d'hydrogène gazeux qu'il faut traîner crée une énorme traînée, et cette traînée nécessite de la puissance et on n'arrive pas à aller plus vite. Donc l'idée de faire une enveloppe que l'on peut pincer comme l'enveloppe du Voliris pour en faire une aile, alors à terme ça sera probablement plus proche d'une aile volante. Pour le moment on cherche simplement à voir comment on peut faire une enveloppe volume variable, à structure variable, contrôlée. On va d'abord tester ça évidemment à l'hélium, en s'appuyant justement sur le Voliris 900, pour lequel on a refait une nouvelle nacelle l'année dernière, qui aujourd'hui est gonflée dans un hangar que nous avons fait construire à Moulins, et sur lequel on va mettre cette nouvelle enveloppe dès qu'elle sera réalisée. Alors on va commencer par faire évidemment une enveloppe qui ne volera pas, qu'on appelle le poulon, qui va nous permettre de vérifier les variations de forme, la solidité, etc. Et puis ensuite, j'espère que l'été prochain, on aura une enveloppe qui vole et qu'on pourra commencer des essais pour voir ce que ça donne. Alors aujourd'hui, dans cette exposition, nous sommes soutenus par Alfea, qui est le pôle de compétences hydrogène, dans lequel il y a en particulier le CEA, Air Liquide et un certain nombre d'autres gens. Et il reste effectivement à montrer la chaîne moteur. Ça, la chaîne moteur, ça sera un autre budget. De toute façon, mon analyse aujourd'hui, c'est que ça coûtera probablement 200 milliards. Je donne cet ordre de grandeur, c'est pas 20, c'est pas 2000. Ça va se chiffrer en centaines de milliards pour faire passer l'aéronautique à l'hydrogène.